shit! Salut à tous et bienvenue dans Pourquoi en fait c'est bien, l'émission qui revendique ses goûts douteux et qui se bat pour eux. Alors aujourd'hui on s'attaque à la reine des horror hosts, à la reine de Halloween en personne, Elvira. Elvira. Un univers riche et passionnant, mais souvent mis à l'index pour ses prétextes. Alors en France c'est vrai, le personnage n'est pas vraiment connu, mais aux États-Unis il vient quand même de fêter ses 35 ans d'existence. Elvira. Elvira c'est Elvira. Oui alors... ça c'est pas vraiment l'effet le plus utile, hein. Je sais pas si on va le garder jusqu'au bout honnêtement. Elvira c'est avant tout la création d'une artiste complète et aux multiples talents, Cassandra Peterson. Alors résumer le parcours de Peterson en quelques mots, honnêtement c'est pas forcément évident. Il faudrait mieux un biopic réalisé par Milos Forman et qui durerait 2h30, mais bon, je vais essayer de vous la faire courte. Cassandra Peterson naît en 1951 au Kansas. Elle y passe toute sa jeunesse avant de rejoindre à tout juste 17 ans l'état du Nevada et la ville de Las Vegas. À peine arrivée là-bas, elle réussit à devenir la plus jeune showgirl que la ville ait connue. Elle joue dans Vive les Girls au Dunes Hotel. Ce petit exploit lui attire très vite l'attention des médias et du star system de l'époque. La légende veut que son premier amant fut Tom Jones, qu'elle fut la 26e maîtresse sur 27 pour Jimi Hendrix, parce que oui, il y a toute une petite légende comme quoi Jimi Hendrix, faisant partie du club des 27, mort à 27 ans, aurait eu 27 femmes avant de mourir. Hasard, coïncidence, rumeur, légende. On raconte également qu'elle fut la maîtresse de Elvis Presley, le King en personne, le temps d'une nuit. Le King lui aurait alors donné quelques précieux conseils. Il lui aurait d'abord dit qu'elle était trop jeune pour ce milieu, qu'elle devrait voyager, découvrir le monde, et pourquoi pas ne pas commencer par l'Europe. Au final, que ce soit Elvis ou pas qui lui ait donné ce conseil, peu importe, le fait est que l'année suivante, c'est ce qu'elle fait. Elle quitte Las Vegas, elle quitte les États-Unis et part pour l'Europe. Rapidement, elle pose ses valises en Italie. À peine installée là-bas, elle devient la leaduse d'un petit groupe de rock. Et c'est finalement au hasard d'un casting sauvage dans les rues de Rome qu'elle se retrouve à tourner pour Fellini dans Roma, un film fort sympathique avec des cardinaux qui dépriment, des nonnes avec des ailes sur la tête et des bikers très très méchants. Ce tournage pour Peterson, c'est une véritable révélation. À partir de là, elle veut devenir actrice, elle le sait et elle va s'en donner les moyens. Elle quitte l'Italie, retourne aux États-Unis et s'installe à Los Angeles. Là, pendant tout un temps, elle enchaîne malheureusement les castings pour les petits, voire micro-rôles dans tout un tas de séries, téléfilms ou films de série B et d'exploitation. Mais très vite, elle est surtout acceptée au sein de The Groundlings, un célèbre groupe d'improvisation de Los Angeles. Là, elle y rencontre et côtoie toute une partie du Saturday Night Live de l'époque, mais également Paul Rubens, le futur Pee Wee Herman, qui à partir de là devient l'un de ses meilleurs amis dans le milieu. C'est finalement en 1981 qu'elle répond à l'annonce de casting d'une petite chaîne de télé locale de Los Angeles, KHJ-TV. Los Angeles. À ce moment-là, la chaîne est simplement à la recherche d'un présentateur pour les films d'horreur en deuxième partie de soirée. Lors de l'audition, Peterson fait l'unanimité et on lui donne carte blanche pour la présentation de l'émission. Dans un premier temps, et par souci de protection de sa carrière d'actrice, elle décide d'inventer un personnage. Ce sera Elvira. Sa personnalité est inspirée de l'un de ses sketchs à succès récent, la Slutty Valley Girl. Les Valley Girls aux États-Unis, c'est comme ça que l'on appelle les belles jeunes filles qui débarquent quotidiennement à Los Angeles en espérant que leur physique et leur sexualité leur suffiront pour avoir une belle carrière. À ce personnage de bimbo, elle fusionne l'esthétique des vampires vixen de la Hammer, ainsi que la beauté gothique et trouble d'actrices comme Barbara Steele. Pour la coupe de cheveux, c'est un ancien girls band, les Ronettes. Quant au pseudonyme, il est issu d'un ancien succès de la country, Elvira. La première de l'émission, qui s'appelle encore tout simplement Movie Macabre, est un énorme succès. Très vite, le show est diffusé sur de plus gros networks comme MTV, et le personnage de Elvira devient instantanément culte. À partir de là, c'est une carrière pour le moins schizophrénique qui commence pour Peterson. D'un côté, Elvira, qui devient une gamme de figurines, un calendrier, des jeux vidéo, un flipper, une gamme de maquillage, un parfum, une marque de bière, une attraction IMAX 3D, et même une héroïne de comics chez DC Comics, la maison mère de Batman et Superman. Faut se dire quand même qu'à l'époque, sur une période super courte, il y a eu 3 jeux vidéo Elvira. Alors les deux premiers, c'est des point and click un petit peu vaseux, mais le troisième, c'est un Elvira arcade game, et alors là, celui-là, j'y ai pas joué, mais il a l'air... De son côté, Cassandra tourne pour Tim Burton aux côtés de Paul Rubens dans Pee-wee Big Adventure, rencontre son idole de jeunesse Vincent Price, et devient même la némésis de Alan Quaterman le temps d'un Alan Quaterman et les mines du roi Salomon, un petit rip-off de Indiana Jones typique des 80s. Alors oui, je dis rip-off de Indiana Jones, alors je sais bien que c'est plutôt
Indiana Jones qui a tendance à être un rip-off de Alan Quatermain et de tout un tas de trucs pulp et pop. Mais bon, faut se rendre à l'évidence, je pense pas que les gens de la Canon auraient produit l'adaptation d'un roman de la fin du 19e siècle avec Cassandra Peterson dans l'un des rôles principaux s'il n'y avait pas eu auparavant le succès de Indiana Jones. Parallèlement à tout cela, elle crée sa boîte, Queen Bee Productions. L'objectif est double, d'un côté gérer la marque Elvira qui prend toujours plus d'importance et mettre en chantier son premier long métrage, Elvira, maîtresse des ténèbres. Découvrir ce film aujourd'hui, c'est découvrir un délire typiquement 80s, avec ses monstres et ses maquillages à l'ancienne, ces histoires de kids et de teenagers de suburbs américaines qui doivent faire face à des adultes qui ne les comprennent pas, des références aux années 50 à foison, et au milieu de tout cela, le personnage de Elvira qui fait le lien. Cherche la bagarre, vieux. Le film est un énorme succès, il marque à la fois le point culminant de la carrière de Peterson, mais aussi le début du déclin. Alors pour la petite histoire, dans le rôle du méchant, pour le premier film, normalement ça aurait dû être Vincent Price. En tout cas, c'est à Vincent Price qu'elle a demandé. Mais Vincent Price, à 80 piges passées, lui a dit « Écoute, je pense qu'on m'identifie et qu'on m'associe trop au film de monstres. » Donc Vincent Price, qui a 80 piges, sort une excuse comme ça, je pense que tout simplement il s'entendait bien avec Cassandra Peterson, mais qu'il aimait pas des masses le scénario du film et qu'il a pas su lui dire autrement. Un deuxième long métrage, Elvira contre les femmes vampires, est longtemps annoncé, mais ne verra jamais le jour. Une sitcom, le Elvira Show, ne dépassera jamais le stade de pilote, et l'émission Movie Macabre s'arrête. La mode Elvira s'essouffle tout doucement, et quelques scandales de tabloïds viennent même entacher la personnalité de Peterson. C'est finalement après 10 ans d'une disparition tout à fait relative que le phénomène Elvira reprend. Poussé par une fanbase solide, mais surtout l'amour inconditionnel de Peterson envers sa création, l'univers de la reine d'Halloween revient sur le devant de la scène. En 2001, pour fêter les 20 ans du personnage, un deuxième film est même tourné, Elvira et le château hanté. Elvira's Haunted Hills. Bon après on va pas se mentir, le deuxième film, Elvira et le château hanté, c'est beaucoup moins bien, c'est-à-dire que c'est un peu chipouille, il y a bien quelques références qui sont sympas, qui sont bienvenues, mais dans l'ensemble, le plus gros problème c'est qu'il y a, vous savez ce qu'on peut retrouver dans Les Simpsons par exemple, Elvira s'appelle pas Elvira, ça s'appelle Doudounella ou Bourbourella, enfin je sais plus, il y a un jeu de mots sur la poitrine, et à chaque fois que le personnage arrive, c'est juste pour crier Nichon, Lolo ou des trucs comme ça, et ils en font finalement un personnage encore plus vulgaire que le personnage que Peterson a pu inventer. Et c'est vrai que dans Elvira et le château hanté, bah, c'est souvent que j'ai l'impression d'un petit peu retrouver ça en fait. Et l'émission Movie Macabre, qui s'appelle désormais d'ailleurs Elvira Movie Macabre, recommence. Ok, bon alors tout ça c'est la partie Wikipédia. Mais pourquoi en fait c'est bien l'univers d'Elvira? Round 1, fight. Découvrir l'univers d'Elvira aujourd'hui, c'est découvrir tout un pan de la culture pop américaine, et même pour tout dire, tout un pan de la sous-culture pop américaine, au travers d'un regard tout à fait singulier. Peterson, c'est quelqu'un qui a connu très jeune, et même pour tout dire un peu trop tôt, le rêve américain dans tout ce qu'il a de plus beau, mais surtout dans tout ce qu'il a de plus fou. Pour autant, elle n'a pas hésité à l'époque à tout abandonner, recommencer à zéro, et elle a réussi à repartir encore plus haut. Elle a, pour les films et les univers qu'elle défend dans son émission, un véritable amour, une véritable passion. Mais, par son parcours un petit peu particulier, on se doute qu'elle ne va jamais évoquer les drive-in ou les matinées avec une quelconque forme de nostalgie. La décennie où apparaît Elvira, c'est les 80s, une période que ni le public ni la pop culture n'ont fini de digérer. On continue encore aujourd'hui à produire des suites, des spin-offs, des remakes ou des reboots des productions de cette époque-là. Mais les années 80 également sont sous l'influence des années 50 et des années 60. Et là où toute une partie du public redécouvre les blousons noirs, le rockabilly ou les bananes, une autre redécouvre avec gourmandise le plaisir des séries B et des séries Z de cette époque-là. Des réalisateurs comme Joe Dante ou Tim Burton, dont les carrières décollent dans ces années-là, n'ont jamais caché leur amour pour le cinéma de cette période. Que ce soit l'invasion des profanateurs de Sépulture, les productions Roger Corman, Plan 9 from Outer Space ou toute la filmographie de Ed Wood, ou encore les anciens Godzilla. Et dans son émission, c'est tout cela que Elvira fait découvrir, perpétue et surtout fait évoluer. Parce que oui, je l'ai dit et je le répète, mais le personnage de Elvira n'est pas un personnage nostalgique. Oui, son look est inspiré de certains reliquats de la culture pop que j'ai déjà évoqué un petit peu plus tôt, mais pour autant, elle a su se les accaparer et les transcender en les modernisant. Ce refus de la nostalgie, c'est d'ailleurs l'un des points forts de son premier film, Elvira, maîtresse des ténèbres. Dans le film, elle incarne évidemment le monstre, la sorcière classique, qui, à l'image des anciens Universal Monsters, va se retrouver poursuivie à la fin par une foule en colère qui voudra la brûler vive. Mais au même moment, elle incarne le personnage qui cherche à ce que toute une nouvelle génération s'émancipe et crée à son tour quelque chose de nouveau. Je regrette d'avoir allumé le feu sous le bûcher et j'espère que tout ira bien entre nous. Et même ce personnage de la Valley Girl, qui fait intrinsèquement partie du personnage d'Elvira, c'est-à-dire que même dans le film, Elvira continue d'être vénale et carriériste, et ben ça vient servir ce propos de l'anti-nostalgie. C'est-à-dire que même à la fin du film, Elvira, on lui a proposé l'intégralité de son héritage, c'est-à-dire une très belle maison, une immense richesse, une ville où tout le monde l'aime bien, et même des pouvoirs magiques, et ben elle s'en fout. Elle laisse tout ça derrière elle, et elle va de l'avant, elle part à Las Vegas, et elle crée un show.
Alors, bon, je tire sur la corde, j'exagère, j'extrapole, ce que vous voulez, mais il n'empêche que ce discours anti-nostalgie, même dans le film, on le retrouve encore. Round 2, fight! Au travers d'Elvira, c'est aussi l'occasion de découvrir une spécificité de la télévision américaine, l'horror host. Elle n'est pas la première, mais elle a fait en sorte de définitivement populariser le genre. Le principe est simple, en deuxième partie de soirée, une chaîne diffuse des films d'horreur. Ces films sont préalablement présentés par un personnage fictif interprété par un acteur. Avant le personnage d'Elvira, il y en a eu beaucoup d'autres, dont la plus connue fut Vampira. Mais en 1981, le principe est complètement désuet, presque tombé dans l'oubli. Même Vampira a été oubliée du grand public. Peterson fait renaître le principe de ses cendres. Pour autant, elle n'incarne pas un horror host classique. Elle en est plutôt une parodie, un peu comme si les As, Mel Brooks ou le Saturday Night Live en avaient inventé un. Par cette simple variante, elle permet d'ailleurs à la figure de l'horror host de s'inscrire définitivement dans le paysage culturel américain. À l'époque, le phénomène Elvira est tel que l'on se met à inventer des personnages de horror host héros de cinéma, comme dans Gremlins 2 avec Grandpa Fred, ou dans Vampire vous avez dit Vampire, dont le titre VO Fright Night renvoie directement au personnage de Peter Vincent et son horror show Fright Night. Elvira a su se servir de ce genre d'émission pour non seulement transmettre un patrimoine filmique, mais aussi faire découvrir celui qui lui est contemporain. Alors je l'ai pas précisé jusque-là, mais c'est vrai que si vous vous penchez sur la programmation de Movie Macabre, c'est un petit peu Nanarland avant l'heure, c'est-à-dire que c'est des mauvais films, c'est souvent qu'elle rit avec le film et non pas du film. Il y a bien quelques bons films au milieu, mais dans l'ensemble, ça reste quand même très nanar, quoi. Dans son émission télé, elle présente aussi bien Robo Monster de 1953 que Le Retour des Tomates Tueuses de 1988. Elle crée et tisse des liens dans toute cette sous-culture qu'elle fait baigner dans un décorum de perpétuel Halloween. Halloween, c'est l'autre grand point fort de l'univers d'Elvira. Voilà! Round 3, fight! Que ce soit dans ses émissions télé, dans ses shows, dans ses films ou encore dans son merchandising, avec Elvira, c'est le perpétuel grand carnaval. On se fout des tabous, on rit de la mort, on s'amuse de la sexualité, mais surtout on se moque de la bien-pensance. On sait bien comment vous les laissez, les chambres d'hôtel, vous les jeunes communistes qui refusaient la société. Dans ses habits de succube, Elvira nous accueille toujours entre 2 citrouilles et 4 monstres. Elle nous conseille des musiques et des films qui fleurent le bonbon qui pique et le grand guignol. On s'amuse, on rit et on essaye d'en faire un principe de vie. On évite de devenir un vieux con qui dit que c'était mieux avant. Final round, fight! Il est d'ailleurs amusant de constater que Cassandra Peterson, âgée de 66 ans, continue d'apparaître dans des shows et des conventions habillée en Elvira, et qu'elle y est toujours aussi belle. Alors par contre, je vais pas partir dans tout ce qui est le côté sexy du personnage, parce que d'abord le fait est que Elvira c'est un personnage sexy, c'est une évidence. Et puis si je pars là-dedans, je vais partir dans des trucs complètement nuls, philosophico-merdiques à base de oui, elle est sexy dans un univers morbide, c'est une évocation de Eros et Thanatos et ce genre de conneries. Et clairement je vais avoir la ridicule, je veux dire encore plus ridicule que là, et donc je ferai pas ça. Que ce soit dans ces différentes émissions télé ou dans ces shows sur scène dans lesquelles la dame continue de danser comme si elle avait encore 17 ans, Elvira est de retour. En France, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu dans des téléréalités comme Oddities, Epic Inc. ou Counting Cars, mais aux États-Unis, l'aura du personnage est tout autre, et une aura très proche de celle des Universal Monsters. Elle fait dorénavant pleinement partie de la culture pop américaine. Elle est régulièrement citée ou parodiée dans différents dessins animés ou jeux vidéo, et des artistes ayant grandi avec cette icône pop font appel à elle pour des caméos ou des apparitions dans des clips vidéo. Des Simpsons à Scooby-Doo en passant par l'univers de Rob Zombie, Elvira est là. Difficile d'imaginer une conclusion à un tel personnage qui n'en a pour l'instant pas et n'en aura peut-être tout simplement jamais. Well, guess you can't kill what's already dead. Aujourd'hui, le personnage a plus de 35 ans de longévité, un univers gigantesque et un rôle indéniable dans toute la réémergence et l'appréhension d'une partie de l'histoire et du présent du cinéma de genre. Pour autant, ils sont encore nombreux aujourd'hui ceux qui résument le personnage à la caricature qu'elle a inventée, comme incapable de voir le cœur du personnage et ce qu'il a à offrir derrière le proéminent décolleté. Voilà, j'espère surtout avoir réussi à partager avec vous un petit peu de mon mauvais goût, vous avoir donné aussi envie de découvrir l'univers de Cassandra Peterson et puis de son alter ego. Elvira! Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire tout ce qu'on fait sur ce genre de plateforme, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, sonnez la petite cloche, et puis de manière plus générale, dans les commentaires, dites-moi si vous connaissiez Elvira, si vous venez de la découvrir au travers de cette vidéo, si vous aimez ce genre de personnage, si vous aimez les horror hosts, et puis en rapport avec l'émission, s'il y a d'autres trucs comme ça que tout le monde déteste mais que vous aimez bien, vous savez pas pourquoi et que vous avez envie de le défendre, dites-le moi. D'ici là, on se retrouve dans de nouvelles vidéos, et je laisse le mot de la fin à Elvira. Oh yeah, unpleasant dreams.